on ne présente plus Guy Corneau, mais quand même, on pourrait rappeler qu'il est conférencier, qu'il est l'auteur de best-sellers. Et le prétexte de cette rencontre aujourd'hui, Guy, c'est de parler non seulement de votre dernier livre, qui a pour titre « Revivre ». Quel beau titre! « Revivre ». Point d'exclamation, une parution des éditions de l'Homme, et un livre qui est à la fois la traversée d'une grande crise, la traversée d'un cancer, dont on va placer quelques jalons juste pour permettre de faire un peu de parcours avec vous, puis aller bien au-delà de ce cancer, de cette traversée, pour parler de ce que peut être une santé globale. Donc, au premier chef, bienvenue et merci de cette invitation. Merci beaucoup. C'est Marc qui vous remercie. Alors, je sais que c'est peut-être un peu fastidieux pour le conférencier qui a déjà donné de plusieurs conférences et tous les détails sont dans le livre de cette traversée du cancer, mais quand même, si on se replace dans le temps, en avril 2007, la vie vous présente un cadeau bien mal emballé, un diagnostic d'un cancer très, très grave. Oui, c'est ça. C'est un lymphome. D'abord, c'est un cancer du système ganglionnaire, au fond du système lymphatique. Et c'est un lymphome qui touchait l'estomac, la rate et les 2 poumons. Et donc, c'est un grade 4, donc c'est un grade terminal. Et, grade 4, ça veut dire que c'est la forme de... Oui, il y a 4 grades, enfin. Mais moi, j'ai pas voulu demander ça à mon oncologue après la fin de mes traitements parce que j'avais trop d'angoisse par rapport à tout ça. Mais j'ai retenu quand même de la première entretien que les lymphomes répondaient habituellement assez bien à la chimiothérapie, bien qu'elle était en train de m'annoncer que ce serait un remède de cheval parce qu'au fond, c'est la carte majeure qui pouvait jouer. Vous êtes à ce moment-là à la fin d'une tournée de conférences pour votre précédent livre, qui est selon vous, à ce moment-là, votre livre le plus achevé, le meilleur de soi. Oui. Fatigué, menant plusieurs projets de front, l'écriture de ce livre quelques mois plus tôt, la tournée, pilotage d'une émission de télé. Donc un stress intense. Et si on va dans le choc de ce diagnostic que vous apprenez d'une façon un petit peu... Mais d'abord, je suis quelqu'un qui a été très malade dans sa vie. C'est le privilège que la vie m'a accordé et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais effectivement, comme je vivais depuis 30 ans qu'une colite ulcéreuse, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin, je pensais que j'avais payé mon dû à la maladie. Et j'étais très, très surpris d'apprendre que j'avais une maladie aussi grave, un cancer avancé à ce point-là. Et je me rappelle qu'en fait, ça a été découvert tout à fait par hasard parce que j'étais en train de prendre un petit verre de champagne à Paris lors de la sortie du Meilleur de Soi au Salon du Livre de Paris. J'étais chez mon amie Marie-Lise Labonté. Et Marie-Lise me dit « J'aime pas ça, comment tu tousses? » Puis moi, j'ai dit « c'est rien, c'est Paris, c'est la pollution. J'ai toujours une petite bronchite en hiver. Ce qui est le cas d'ailleurs, vous allez peut-être l'entendre. » Et puis, elle dit « Non, elle dit, c'est pas ça. » Elle dit « Je te prends un rendez-vous chez mon médecin. » Puis moi, je trouvais ça loufoque, pour dire la vérité. Alors, au fond... elle m'appelle 2 jours plus tard, puis elle me dit « Bon, tu as rendez-vous, c'est demain 14h, t'es le premier sur la liste, tu n'attendras pas. » J'ai dit « C'est correct. » Je suis allé par acquis de conscience faire plaisir à Marie-Lise, dans le fond. Et là, lui, il a commencé à m'ausculter longuement, puis il m'a dit « Franchement, il dit, j'aime pas ça non plus. » Et là, les examens ont commencé, puis là, les mauvaises nouvelles ont commencé à arriver. Ça a fini cette semaine d'examen-là, et il a fini par me dire « Écoutez, vous devez avoir... » Il y avait de l'humour. Il dit « Vous devez avoir quelque chose qui va bien, parce qu'il dit « Je sais pas comment vous faites pour tenir debout. » Il vous êtes anémique au point de la transfusion sanguine. Il dit, vous devez être fatigué, certain. J'ai un peu de misère à monter les escaliers, mais j'ai dit, vous savez, je suis habitué d'être fatigué. Alors, il dit, non, il faut rentrer au Québec. Il dit, il faut aller voir ça de plus proche. Il dit, il y avait un organe qui saigne, c'est certain. Alors, au Québec, on a trouvé que c'était l'estomac. Puis après ça, la semaine d'après, c'était cancéreux. Puis après ça, c'était la rate qui était atteinte. Puis après ça, c'était les 2 poumons. Puis là, on m'a transféré à Notre-Dame. On m'a dit, mon médecin ici, Michel Boivin, me dit... faut que je t'envoie dans un autre hôpital, là, ça dépasse mes compétences. Et donc, ça a commencé comme ça. Alors, tous les détails de l'annonce du diagnostic, le choc, l'impact auprès des proches, parce que là, il y a ce que vous recevez comme choc, mais ensuite, il y a le fait de l'annoncer à des proches. Tout ça, c'est bien raconté dans votre livre. Oui. Mais ce que je trouve intéressant d'emprunter comme piste, et celle que vous avez empruntée, Guy, c'est de faire appel dans un processus de guérison à toute forme de médecine. Oui, c'est-à-dire, je me disais, le cancer, c'est multifactoriel. Donc, il faut traiter ça de différentes façons. Et puis aussi, comme je suis un psychanalyste, je me disais, c'est pas vrai que c'est juste le corps qui est malade. Il y a une sorte de désalignement ou de dysfonction entre le soi profond
ou l'âme, ou l'esprit, et le corps, il y a quelque chose qui est mal aligné. Et je voyais déjà mes cellules cancéreuses, mon corps tentant de témoigner de ce dysfonctionnement-là. Et je me disais, au fond, mes cellules cancéreuses, c'est des émissaires de quelque chose qui va pas bien entre mon âme et moi-même. Donc, déjà, vous aviez ce réflexe-là du psychanalyste. Oui, j'avais déjà ce réflexe-là, mais c'est parce qu'aussi, j'avais déjà traité ma colite comme ça. Puis ma colite, c'est une chose... Je suis habitué de vivre avec la maladie grave. Disons, on pourrait dire, ça fait 30 ans que je vis avec une maladie sérieuse et qui m'amène à plusieurs semaines d'arrêt régulièrement. Puis depuis 10-12 ans, la colite, ça s'est résorbé. Mais je suis aussi habitué d'approcher les choses sur plusieurs plans en même temps. Alors la colite, c'est sûr que la cortisone m'a sauvé la vie plusieurs fois, mais c'est vrai aussi que je l'ai contrôlée par l'alimentation. Puis c'est vrai que c'est la phytothérapie, les extraits de plantes et tout ça, l'homéopathie qui m'ont énormément aidé à travers tout ça. Et donc, le travail énergétique, j'ai fait beaucoup de tai chi, de méditation. Donc, j'étais habitué à approcher une maladie sur plusieurs fronts, convaincu qu'elle était... c'est plusieurs facteurs qui sont en jeu. S'il y a des facteurs collectifs, notre environnement est cancérigène, il y a aussi des facteurs familiaux. Je veux dire, dans ma famille et moi, tout le monde a une faiblesse du système immunitaire et on produit tous des maladies auto-immunes, là. Je pense qu'on est un dictionnaire, notre famille, à nous autres tout seuls. Donc, je savais qu'il y avait des conditionnements qui étaient d'ordre plutôt collectif, mais quand même, malgré tout ça, il faut quand même regarder, malgré des prédispositions, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, elles sont stimulées ou provoquées au point de déclencher de la maladie. Et ça, je trouvais que ça, c'était plus individuel. Et bien sûr, vous avez mentionné tout à l'heure comment je menais une vie, ou 3 vies dans une, en fait. Il y en avait peut-être 2 de trop. Que ce stress-là n'a pas aidé là, à travers tout ça. Le stress était aigu. Et je pense qu'on est fait pour le stress, franchement. Je pense qu'on est fait pour se fatiguer, se reposer. C'est ça le plaisir de la vie. Mais le surstress, comme Laborit l'a pointé, c'est autre chose. Là. C'est du stress où il se mêle une détresse. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, l'impuissance, l'isolement par rapport à trop de travail et tout ça. Et à ce moment-là, ce stress-là se transforme en quelque chose qui peut rendre malade. Et c'était la théorie d'Anne Cellier qui a découvert la notion, enfin, qui a pointé la notion du stress et que Laborit a élaboré par la suite. Mais moi, je réponds parfaitement à ça. Là. Je dis, au fond, j'avais une prédisposition importante et tout à coup, le stress qui dure, le stress qui n'arrête pas, le stress où tu te reposes pas, où tu es toujours concentré sur des projets passionnants par ailleurs, ce stress-là, à un moment donné, il finit par te taper dans la machine, puis là, ça t'arrête. Mais c'est heureux que ça t'arrête. Et bon, ça, on peut juste dire ça après, bien sûr, quand on sort vivant. Mais sur le moment, c'est le choc, c'est l'angoisse, c'est la peur de mourir, c'est les jambes pendantes dans le vide, c'est tu regardes ta mort en face. Et ça fait 2 fois que je passe près de mourir dans ma vie, très proche. Et donc, je suis dans ma 3e vie. Mais c'était un choc extrêmement important. Et on vacille. Et la question, c'est... on a une publicité au Québec où on voit des gens qui ont une annonce de cancer, puis ils tombent à la renverse de leur chaise. Et je me disais, ben oui, c'est juste cette affaire-là. On tombe à la renverse, mais la question, c'est que oui, quelque chose doit tomber à la renverse, mais c'est pas notre être entier qui tombe à la renverse, c'est une partie de nous-mêmes qu'on doit laisser aller. Et là, bien sûr, ça va demander toute une exploration. Moi, j'ai entendu ça comme une invitation, une exploration vraiment profonde, parce que là, c'est la vie et la mort qui sont en jeu. Mais je dois quand même dire, le gué de l'épreuve étant passé, je dois quand même dire que je pense que ces grandes maladies qui nous amènent près, ou dans l'enjeu, c'est la vie et la mort, permettent des transformations que peu d'autres choses peuvent permettre. Peut-être des grandes épreuves, mais quand la vie et la mort sont dans le portrait, on est prêt à des changements qu'on serait peut-être pas prêt autrement. Parce que je suis quand même quelqu'un qui se connaît assez bien, je suis quelqu'un qui a une vie sérieuse, peut-être un peu trop sérieuse, justement. Mais j'étais très surpris de l'annonce du cancer, mais je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'il y a des structures très profondes à mettre en question à nouveau. J'ai commis un lapsus au départ de cette rencontre en disant merci de cette invitation, mais en fait, oui, ce livre et ce témoignage, c'est une invitation à, dans un premier temps, renverser notre perspective. Pas juste sur le cancer, mais sur la maladie. Sur la vie. Si je reprends les derniers propos, là, Guy, c'est de dire il y a une partie de nous qui doit mourir, pas nous en entier. Mais la maladie, elle indique attention, dans mes profondeurs, peut-être dans mon élan vital,
il y a quelque chose qui est pas entendu, qui est pas écouté. Et Il y a ça quelque crie à chose, travers une maladie. c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas entendu, qui crée à travers une maladie. Et ce quelque chose-là dit que l'ordre établi, c'est-à-dire la façon dont tu fonctionnes, ton monde conscient, il y a quelque chose là-dedans qui, actuellement, dans ta vie, là, ne favorise pas ta santé ou ne favorise pas l'élan vital, en fait. Et Jung disait déjà ça. C'était très intéressant. Jung dit une chose qui est fantastique, je trouve, parce que je trouvais ça tellement vrai. Il dit on n'est pas seulement malade à cause du passé. Il dit on est malade aussi à cause de notre futur. C'est-à-dire que par rapport à notre soi profond, on n'est pas en train de répondre à nos thèmes, aux thèmes principaux de notre vie, c'est-à-dire aux choses qui nous donnent vraiment le goût de vivre. Il y a quelque chose qui a été manqué. Et il y a des rendez-vous peut-être qui ont été manqués. Et donc, on est mal adapté à notre futur. Et je trouve tellement que c'est une idée intéressante parce que à notre souvent, futur au sens de potentiel ce qui s'en vient, en devenir, oui, ce qui exactement, appelle à être. Oui, exactement. Que l'inconscient porte pour nous et qui veut venir au monde, mais on n'est pas dans les conditions idéales pour donner naissance à ces choses-là. Donc, ce à quoi on donne naissance à ce moment-là, c'est de la maladie qui, elle, vient nous renseigner, de dire « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas adapté pour qui tu es profondément maintenant. » Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur justement de ces remises en question analytiques ou psychanalytiques ou psychothérapeutiques que la maladie amène à faire. Mais en fait, si vous n'aimez pas ça, regardez votre futur ou regardez votre potentiel qui n'est pas réalisé, puis ça va régler une grande partie du problème. Parce qu'au fond, notre passé, bien sûr, lui, nous parle des peurs et ce qui nous a empêchés d'arriver à nous-mêmes. Mais ce passé-là n'est pas si intéressant que ça. Moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que j'ai pu reconnaître des choses vraiment importantes, mais au fond, j'aurais pu dire aussi, tiens, qu'est-ce que j'ai négligé qui veut venir au monde maintenant? Et à quoi est-ce que je fais barrage? Pourquoi je fais barrage à ça? À cause de mes habitudes, d'être ceci, cela, d'être Guy Corneau, qui est connu, qui est réputé, c'est flatteur, la renommée, la reconnaissance. C'est ça, puis c'est du confort aussi, puis c'est... Alors, c'est pas si facile à remettre en question tout ça, puis à dire, tiens, non, ça va être une vraie rencontre avec moi-même. Et la maladie donne l'occasion de ça. Je connais un médecin, Richard Budd, aux États-Unis, qui dirige une clinique pour le cancer, et qui dit, lui, ils ont adopté un slogan que j'ai trouvé extraordinaire. Il dit, le cancer est une trop belle opportunité pour la laisser passer. Et donc, une trop belle opportunité d'évoluer sur le plan psychologique. Et moi, je voudrais dire ça aussi, c'est que d'entrée de jeu, si ça te tue pas, c'est vrai que ça te fait grandir. C'est-à-dire, c'est comme un processus de maturation qui va toujours de plus en plus profond et qui te détache de la vie, bizarrement, mais qui en même temps te permet de t'y engager comme jamais. Moi, c'est comme ça que je me sens maintenant. Au moment où on se parle, là, je me sens plus détaché que jamais de moi-même et de ma vie et de ce qui va y arriver dans cette vie-là. Il y a des choses que j'ai le goût de faire et je veux aller vers ces choses-là. Et peu importe leur succès d'ailleurs. Mais en même temps, le fait que je suis plus détaché, ça fait que j'ai le goût de m'engager puis de goûter à la saveur de la vie comme jamais. Parce que je le sais que c'est impermanent, je le sais que c'est éphémère, je le sais qu'elle fait juste passer. Je sais plus peut-être que tout le monde qui m'écoute comment c'est pas vrai qu'on est indestructible, c'est pas vrai qu'on est immortel, puis comment c'est vrai qu'on est vulnérable, puis et que c'est la conscience de ça permet de vivre vraiment, profondément. C'est le goût c'est la saveur de l'instant. Mais je sais aussi que ma santé, la santé, c'est une chose qu'on construit chaque jour. Vraiment chaque jour. Moi, je me fais plus croire que là, je suis en santé, puis là, je suis malade. Je crois plus à ça du tout. Je me dis, c'est comme une promenade à bicyclette, puis chaque coup de pédale... et dans un déséquilibre harmonisé. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a des coups de pédale qui sont pas harmonieux du tout, puis qui vont te faire tomber, puis c'est la maladie. Donc, je me dis non, j'ai dit une demi-heure, on est en santé parce qu'on est en contact avec nos élans vitaux, puis l'autre demi-heure, on est malade parce qu'on se laisse emporter par nos peurs, puis nos élans plutôt destructeurs. Donc, je vis plus dans cette conscience-là, et je trouve que cette sorte de conscience-là, elle permet de la santé. Et ça permet aussi de se poser... De quelle façon? Cette sorte de conscience permet la santé? Oui, parce que tu te dis, tiens, tu sais, au fond, c'est parce que les gens te demandent, quand tu es malade ou quand tu donnes des conférences sur ces questions-là, les gens disent, oui, mais c'est quoi la recette, pour revenir à la santé? Y a-t-il une recette magique? Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas par rapport au retour à la santé, mais il y en a une par rapport à la santé, une recette magique, mais on la connaît tous.
On sait que respirer du bon air, une bonne alimentation, faire un peu d'exercice, que régler nos problèmes à mesure qu'ils se présentent au lieu de les porter et d'alourdir le cœur des années de temps. On sait qu'aller vers les choses qui nous réjouissent en termes de créativité. On sait que méditer, tai chi, yoga, des choses qui nous rapprochent de la nature, de la contemplation des choses qu'on aime, les relations affectives qui sont en santé. On sait que c'est ça la recette magique de la vie. C'est pas compliqué, hein? Mais on le fait pas. On cuisine pas la recette. Non, on cuisine pas la recette parce qu'on pense... Non, c'est tout à fait juste parce qu'on pense que tout ça devrait nous être donné par magie, qu'on ne devrait pas se mettre les mains à la pâte. Mais c'est bien une valeur. Quand tu es très malade dans ta vie, tu apprends qu'il faut que tu te mettes les mains à la pâte. Sinon, tu y passes et ça finit là. Il n'y a pas de morale à propos de ça, puis il n'y a pas de jugement à porter. Alors maintenant, je suis beaucoup plus conscient que la santé, c'est quelque chose qu'on favorise chaque jour de sa vie par les décisions qu'on prend, par je me lève-tu pour faire un peu d'exercice ou j'en fais pas, puis je suis-tu près de la nature? Ces affaires-là que j'ai pas dit hier à tel ami ou à mon amoureuse, je les dis-tu ou je les dis pas? Qu'est-ce que je fais avec mes secrets? Les secrets de famille aussi, on sait qu'ils sont toxiques. Alors, ça veut dire que tu deviens un agent de transformation de tes relations intimes, puis de ta famille, puis de... C'est ça l'enjeu là, derrière tout ça. Vous parliez de maturation tout à l'heure, comment c'est un processus de maturation qui s'approfondit. Paradoxalement, cet approfondissement de cette maturation, chez vous, Guy, c'est fait par un retour vers une blessure fondamentale. Oui. Curieusement, il faut, semble-t-il, si j'ai bien compris, revisiter l'enfance, les traumatismes de l'enfance, et j'allais dire dans votre cas presque l'au-delà de l'enfance avant même de naître, qu'il y a peut-être une blessure fondamentale. C'est une hypothèse, comme vous êtes là pour témoigner à partir d'un récit de vie, on peut entendre... Oui, c'est ça. Moi, j'ai rien à quelle est vendre, cette blessure fondamentale là, qui a été Oui, identifiée chez vous? Ben, je dirais d'abord que c'est ça, on est dans un récit de vie, donc tant mieux si ça inspire les gens. Là. Moi, je suis dans cette perspective-là. Et c'est sûr que la question d'une blessure fondamentale, ça, c'est une chose qui est un petit peu différente pour chaque personne. Il y a des gens qui ont été marqués dans leur vie par des trahisons, des rejets, des abandons, des gens qui ont été très marqués par l'injustice. Et c'est ça qui les a marqués, puis c'est ça qui les marque à nouveau. Pourquoi? Parce que au fond... ils ont, pour survivre aux injustices d'une enfance, très souvent, ils ont dû adopter des positions, des façons de faire, des façons d'être, qui ne sont pas exactement eux-mêmes, qui sont une sorte d'entre-deux. C'est ce qu'on appelle le personnage, hein, ou oui, la personnalité. Exactement. Je ne sais plus qui disait ça, que la personnalité, c'est ce qu'on se construit pour survivre à l'enfance. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et Jung lui appelait ça la persona, mais c'est ça. On pourrait dire que c'est toute la personnalité qui est comme ça, et qui donc est une sorte de moyen d'adaptation entre les demandes de l'extérieur et ce qu'on est profondément. Et c'est correct, ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut survivre. Mais, des fois, cette personnalité-là ou ce personnage-là prend tellement d'emprise que la personne n'a plus accès à ce qu'elle est profondément. Et ça, c'est quand les blessures d'enfance sont devenues des traumatismes ou des choses tellement marquantes que là, la peur est rentrée à un niveau tel dans l'organisme. Alors, pour moi, je dirais que la blessure d'enfance, c'était beaucoup au niveau de l'incompréhension. J'ai eu une enfance... Je pense que en tout cas, moi, je l'ai trouvé difficile, très difficile, et avec pas beaucoup de monde qui se comprenait autour de moi. Et donc, où je me suis senti très peu compris. Et je pense que le résultat de ça, c'était effectivement de refouler des choses qui, pour moi, étaient très, très précieuses et qui m'ont sauvé la vie quand j'étais jeune. C'est sûr que j'ai commencé à écrire très tôt, la poésie. J'écrivais un petit roman quand j'avais 7-8 ans. Je savais à peine écrire, qui s'appelait Rouge et qui était sur J'essayais de concocter un meurtre parfait, donc j'ai pas eu besoin d'analyser ça très, très longtemps. Savoir ce que ça voulait dire. J'étais pas bien dans mon environnement. J'essayais d'en sortir de tous les moyens possibles. J'aurais aimé ça tuer du monde. Et donc, je me suis rendu compte aussi que pour survivre à tout cet environnement-là, je suis devenu un enfant beaucoup plus sérieux, très, très, très tôt, en fait. Un enfant sérieux. Mentalisé, très mentalisé, et très séparé de son corps, et très séparé donc de ses pulsions profondes, et donc de sa pulsion d'union avec ses talents, avec les choses qu'il faisait vivre pour arriver à survivre dans le monde où j'étais. Et l'incompréhension ressentie, c'est traduite par une volonté puis une capacité non seulement de comprendre, mais de faire comprendre à autrui. C'est l'enseignement chez vous. J'ai passé une vie à expliquer aux autres non seulement qui j'étais, mais comment qui ils étaient eux. Non, mais c'est tout à fait vrai. Je pense que je suis devenu psychanalyste pour
comprendre je pense que la première impulsion, c'est de comprendre ce qui était arrivé, qu'est-ce qui m'était arrivé. Parce que si vous avez assez de turbulences dans votre enfance, avant que vous émergiez, c'est rendu à l'adolescence, c'est le jeune âge adulte déjà, avant que vous pouviez commencer à dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui est en jeu? » J'ai eu besoin vraiment de comprendre ça. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et mon métier et ma formation. Mais bien sûr, ça reste que ça, c'est ce qui est écrit sur la bouteille de médicaments. La vraie potion là-dedans, c'est d'aller vers ce qui a été mis de côté. Quel lien peut-on faire? Là, on a pris une piste. Il y en a plusieurs. On prend une piste un peu plus psychologique. Mais pour fin de rappel, je précise encore une fois, c'est important de le dire, que dans votre démarche de traversée et de guérison du cancer, ça fait appel, et je résume, à des médecines dites allopathiques, donc très chimiothérapie, médecine naturelle avec une phytothérapie, médecine énergétique, qu'on n'a pas encore entrevue. Visualisation, méditation. Et une médecine aussi dont on a un peu parlé, c'est-à-dire la psychothérapie. Trouver le sens, nommer le sens, fouiller ses profondeurs, ses traumatismes. C'est tout ça. Oui, et c'est aussi la chimiothérapie, c'est aussi la médecine de l'hôpital. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une idée pas par exemple la médecine de l'hôpital ou la médecine alternative, mais bien l'une et l'autre. Et j'oserais même dire l'une et l'autre et l'autre et l'autre. Oui, tout est inclusif. Oui, inclusif. C'est conjonction d'inclusion et. Et aller vers son propre cocktail, puis aller vers les choses qui nous parlent à nous. Moi, l'homéopathie, ça me parle. Il y a des gens qui ça parle pas du tout, mais parce que ça vous a réussi pour guérir la colite ulcéreuse. Tout à fait. Alors, je suis retourné vers des moyens que moi, je connaissais qui, dans mon cas, fonctionnait bien. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est facile à comprendre. Vous avez un arbuste qui est malade chez vous. OK? Vous allez le traiter comment? Vous allez le traiter avec, s'il y a des parasites, vous allez le traiter avec un antiparasite, des vaporisateurs. Mais trop d'antiparasites va le faire mourir. Donc, vous allez commencer à vous occuper de son terrain. Et le terrain, c'est la terre, c'est l'engrais, c'est le soleil, c'est l'ensoleillement, c'est l'eau, pas assez d'eau, trop d'eau et tout ça. Et cette attention-là à la plante, elle va se permettre, elle va vous lui donner, au fond, des façons, elle, de guérir ces problèmes par elle-même, en s'occupant du terrain. Alors, la chimio, ça permet de déprogrammer l'inflammation d'un cancer, mais après, il faut traiter le terrain. Puis ça prend des médecines de terrain. Les médecines de terrain, c'est vrai que c'est l'alimentation, moi, j'ai employé beaucoup de jus de verdure, c'est l'homéopathie, c'est la nature, c'est la détente. J'ai arrêté de travailler aussi. C'est un ingrédient très important dans mon retour à la santé. Et ce qu'il faut comprendre aussi, à travers tout ça, c'est que tous ces éléments-là ne sont... Et ça, les gens ont souvent des difficultés à comprendre ça. Tous ces éléments ne sont que des éléments qui favorisent le retour à la santé. Aucun d'eux ne possède la clé. Et tout ça, même mis ensemble, n'est qu'un facteur de guérison, facteur de réparation. Parce qu'au fond, la guérison ou la réparation, elle vient de l'intérieur. Quand on se coupe la cicatrisation, on n'a pas besoin d'inventer ça. Ça va se faire naturellement. Mais vous pouvez faire plusieurs choses qui vont l'aider. Laver la plaie, mettre d'un onguent antibiotique. Vous allez pouvoir aussi mettre un bandage ou au contraire la faire respirer ou mettre de l'argile. Alors, prendre soin. Prendre soin. Mais on prend soin, donc c'est un peu comme les médecines. Les médecines, dans ce cas-là, il y en a eu plusieurs, soignent. C'est ça. C'est le patient qui guérit. C'est la nature qui guérit. C'est la nature qui nous guérit. Alors, au fond, il s'agit de donner les conditions essentielles à la nature pour qu'elle puisse, elle, déployer ses propres mécanismes d'auto-réparation le plus facilement possible. Et cela, c'est clair qu'il y a des substances, tant dans les médicaments que dans l'alimentation, que dans certains types de médecines vibratoires dont on va parler, ou énergétiques, qui sont très, très efficaces aussi. Il faut associer les choses. C'est là qu'on est rendu, je pense. Avant de parler des médecines vibratoires, je pense que des formations obligent, j'aimerais parler de la question du sens. Oui. Puisque si aucune de ces médecines en soi ne guérit, il y a des formes de médecine qui proposent du sens ou qui plaquent du sens. Bien sûr. Qui vont dire, par exemple, si vous êtes atteint au rate, si vous êtes atteint si vous êtes atteint à la rate, j'ai connu quelqu'un qui avait 4 rates, c'est pour ça. Ah oui? Oui. Quelqu'un qui était particulier, disons. Mais si vous êtes atteint à tel organe, vont dire certaines formes de médecine, ça a tel sens. Vous êtes atteint à l'intestin, ça veut dire cela. Donc, c'est la question du sens qui est délicate, parce que si on veut imposer un sens, ça devient un peu totalitaire. C'est ça, exactement. Alors, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le premier pas, on avait commencé à parler de la question de la psychothérapie, il y a vraiment une question d'écoute de soi qui est en jeu. Parce que si on se dit,
C'est un manque d'attention à soi qui est en jeu. Ça veut dire qu'un des outils de guérison, des outils de retour à la santé, j'ai mieux employé ce terme-là, un des outils de réparation, de retour à la santé, c'est quand même l'attention qu'on va donner à soi-même, à son processus intérieur. Donc, la question, c'est comment je vais pouvoir, moi, me mettre à l'écoute de qui je suis maintenant et de qu'est-ce qui veut me parler à travers la maladie. Mais donnez-moi un exemple. Vous aviez plusieurs organes vitaux Oui, atteints. c'est ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'estomac. Bon. On avait commencé à parler de ça, au fond. L'estomac, dans l'organisme, ça digère des choses. OK? Ça pour fonction de digérer des aliments. Maintenant, si on le regarde au niveau psychologique, ça veut dire que il y a des choses qui sont plus indigestes au niveau psychologique et qui sont peut-être à la source des grands maux de notre vie ou des grandes maladies. Par exemple, s'il y a un deuil que j'ai pas digéré du tout, ou que j'ai trouvé injuste, si mon enfant est mort il y a 2 ou 3 ans, on sait que dans la genèse de plusieurs cancers, il y a des pertes comme ça qui sont en jeu, des deuils qui n'ont pas pu être faits, donc qui n'ont pas pu être digérés. Alors ça se peut très bien que ça atteigne l'estomac, ce cancer-là, à ce moment-là. J'ai pas pu digérer ce qui s'est passé. Mais ça se peut aussi, comme l'estomac est un organe très primaire, l'estomac. Et en fait, c'est notre premier contact avec le monde, se fait par l'estomac, l'allaitement, par exemple, par le lait maternel, mais aussi les enfants, dans ce que les psychanalystes appellent le stade oral. On essaie de se mettre les choses dans la bouche. On essaie vraiment d'intégrer le monde, de manger le monde. De le goûter. De le goûter, pour en faire partie, au fond, pour s'unir à ce monde-là. Donc, ça veut dire que pour un enfant, ça se peut très bien que s'il y a des traumatismes d'enfance ou des choses qui sont vraiment indigestes, des humiliations, des dévalorisations répétées, on ne parle pas d'une petite affaire ou de choses vraiment traumatisantes ou de choses qui sont répétées des milliers de fois, à ce moment-là, l'estomac, lui, va devenir une place qui, au niveau psychologique, va manifester ces indigestions-là. Mais très souvent, l'enfant n'a pas pu les exprimer. Alors, ce qui va venir l'exprimer, c'est la maladie physique. Alors, ça se peut qu'elle soit déjà manifeste dans l'enfance, mais ça se peut aussi que ce qui est en jeu est tellement important et tellement grave que ça doit attendre et attendre des années, même des décennies, avant que la personne adulte puisse affronter vraiment ce qui est en jeu dans ces choses-là. Je pourrais dire que ce qui était en jeu dans le non-digéré de ma vie, je peux dire que ça avait été vu plusieurs fois en analyse, mais là, j'étais peut-être plus à même de le regarder en face et même de parler aux différentes personnes qui étaient en jeu dans ces histoires-là et de vraiment pouvoir faire un nettoyage plus approfondi de ça, de la plaie au fond. C'était comme une cicatrice refermée sur du pu. Et à un moment donné, il faut que tu la réouvres, la plaie, et les grandes maladies, les grandes crises viennent faire ces choses-là. Et dans ce sens-là, on peut les saluer, on peut même les remercier. Au moment où je vous parle, je pourrais dire que j'ai une grande gratitude pour ce qui a traversé ma vie et ce qui m'a traversé. Mais c'est sûr, je peux dire ça juste parce que, effectivement, je passe à travers. Je ne veux pas être arrogant quand je dis une chose comme ça. Au contraire, c'est un point de vue d'humilité, mais d'humilité dans le sens de j'ai pu accepter que ce qui m'arrivait avait un sens. Donc l'estomac, c'est ce qui n'est pas digéré. La rate, par exemple, c'est les Chinois et la biologie totale, je pense à ça que vous faisiez allusion, le décodage biologique va dire, ou la nouvelle médecine germanique va dire, ben tiens, trop de responsabilités, trop de concentration, trop de soucis vont affaiblir la rate. Et ça, c'est tout à fait en lien avec la médecine chinoise qui dit, elle, oui, trop de soucis vont affaiblir la rate, mais non seulement ça, vont affaiblir ce qu'ils appellent, eux, le vouloir vivre, qui est l'énergie vitale qu'ils situent dans les reins. L'exercice délicat, et c'est peut-être mon souci du moment, c'est de savoir que l'important, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont atteints de diverses maladies, et quand on est en état de choc et d'affaiblissement à la fois psychologique et organique, quand il y a des proliférations d'offres de salut pour nous dire « Tiens, votre maladie, ça veut dire tel sens », on est en fragilité. Il faut faire attention de se soumettre à un sens. Dans le fond, moi, ce que j'ai retenu de votre expérience, Guy, si vous permettez, c'est si ça résonne chez vous, le sens, c'est pour vous. Le reste, ça vous convient pas, c'est pas pour vous. C'est exactement ça. Il faut garder sa liberté. Si le sens donne une orientation qui permet de faire un bout de chemin et surtout de se remettre en mouvement, voilà la clé. Il ne faut pas se verrouiller dans un sens. Ce qui est en jeu, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, si ça vous inspire, c'est une bonne piste pour vous. Mais je dois même la notion de sens aussi, on l'entend d'une façon très mentale, mais on oublie que le mot sens, ça veut aussi dire direction. C'est quelque chose qui fait une sorte de... Jung disait, par rapport à l'interprétation des rêves, où on cherche des sens, il disait toujours, la bonne interprétation, on était éduqués comme ça, il disait, la bonne interprétation, c'est celle où le patient fait « Ah ». Il dit pas « Oui, ça a du bon sens », il fait « Ah ». Ça me parle. Alors, il faut que ça vous parle. Et ça vous parle, ça veut dire que ça vous met
en chemin, ça vous inspire, ça vous donne, ça met du vent dans vos voiles, c'est-à-dire, tiens, ouais, ça me parle vraiment, il y a quelque chose pour moi là. Et là, il faut y aller du côté personnel, il faut ajouter avec son personnel. Parce qu'au fond, c'est vrai que moi, je le dis ouvertement dans mon livre, les thérapeutes, les médecins, tout le monde qui est très dogmatique, fuyez ça comme la peste. C'est pas eux qui vont vous guérir. Vous allez vous guérir, mais il faut que vous vous guérissiez. Bien sûr, des gens peuvent nous aider. Mais il faut que vous demeuriez l'arbitre en autant que vous en êtes capable. Bien sûr, il y a des moments, là, moi, dans ma vie, dans certaines crises, j'avais plus cette autonomie-là. Mais tant qu'on l'a, faut en profiter. Et donc, justement, dans l'urgence, ça, j'ai tellement vu ça aussi. J'ai accompagné plusieurs personnes. Dans l'urgence, effectivement, souvent, on est prêt à croire ou à prendre n'importe quoi. Mais il faut savoir que ce qui est juste, effectivement, c'est ce qui résonne en soi. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ça apporte de la vie. Et le sens, c'est pas dans la tête, c'est dans le ventre. On a une belle chute. Alors, dans les précédents moments, on était... j'appelle plus ça de la psychosomatique, c'est de la psychosémantique, presque, trouver du sens à des néologismes créés, tiens. Mais revenons à cette santé globale qui, dans votre parcours, bon, sans aller dans les détails, tout ça, c'est dans votre livre, Revivre. Mais accéder à des médecines énergétiques pour accéder à cet élan créateur, à cette partie essentielle de soi, au meilleur de soi. Oui. Donnez-moi un exemple de médecine énergétique qui permet d'activer la vitalité. Ben, je dirais d'abord que la chimiothérapie, ça sert à déprogrammer, à tutoyer quelque chose qui s'appelle l'inflammation donnée par un cancer, puis ça achète du temps. Si ça marche bien, ça achète du temps et ça te donne le temps d'intervenir, de sortir d'une position de victime pour te dire, OK, comment j'ai prêté le flanc moi-même psychologiquement à la maladie, comment j'ai pu attirer ça inconsciemment. Puis pour filer la métaphore de la plante ou de l'arbuste dont on prend soin pour débarrasser des pucerons, la chimiothérapie, c'est l'antiparasitaire. C'est ça, c'est exactement ça. Après ça, il faut rentrer dans des médecines de terrain. Elles sont psychologiques, elles sont énergétiques dans le sens de visualisation, méditation, c'est de ça qu'on va parler. Mais moi, je me disais aussi, comprendre les choses, c'est une chose. Comprendre les choses, c'est souvent comprendre son passé. C'est sûr que ce qui, pour moi, a émergé de visiter ces organes-là un par un, de les écouter beaucoup, ce qui a émergé de ça, c'était comment j'avais délaissé ce que j'appellerais ce qui est de l'ordre de l'intimité avec soi-même. C'est sûr que des vies en tournée, ça fait des vies où tu négliges ta relation amoureuse, par exemple. Une vie en tournée, ça fait des vies où tu négliges la poésie. Tu joues pas de la guitare, tu fais pas de la musique. C'est des choses très importantes pour moi. Où le théâtre était laissé de côté. Alors, c'est pas que nécessairement j'aurais dû faire ces choses professionnellement, mais ces choses-là me font vivre. Une journée où je fais 10 minutes de guitare, ça change ma journée. Alors, je suis sûr que tout le monde a ça. Il y en a que c'est le jardin, il y en a que c'est faire de la cuisine, ça peu importe. Mais il y a toujours une affaire qui nous donne le goût de vivre plus que toutes les autres. Et moi, pris dans ma vie, j'ai commencé à négliger beaucoup de choses qui étaient très, très intimes et qui sont très importantes pour moi. La vie amoureuse, c'est très important pour moi. La création artistique, c'est important pour moi. Et donc, et là, je me suis rendu compte que c'est un peu ça le message de la maladie. C'est ça qui avait été laissé derrière par une vie très sérieuse et très explicative plutôt que vécue à partir des tripes. Cultiver son terrain, hein, le meilleur en soi. Une fois que j'ai compris ça, là, je me suis dit, maintenant, comment est-ce qu'on reprogramme tout ça, ces cellules-là, une fois qu'on les a écoutées, là, parce que, d'ailleurs, je pense que c'est bon de le mentionner, sur mon site, j'ai mis en ligne un exercice qui s'appelle « Dialogue avec les cellules », où les gens peuvent, effectivement, ils sont guidés par une petite détente, et c'est une visualisation guidée que je fais avec Pierre Lessard, un enseignant spirituel, et à deux, on guide cet exercice-là qui consiste d'abord à s'approcher de l'organe atteint, d'écouter les cellules dégénérées, de leur dire « Vous avez congé maintenant puisque je suis présent, puis que vous pouvez même mourir dans le cas des cellules cancéreuses, et je vais prendre ça en main, je vais changer des choses dans ma vie. » Et après ça, de provoquer, à l'aide des cellules souches, une profusion de nouvelles cellules, jusqu'à avoir qui a créé des organes très lumineux, jusqu'à sentir beaucoup de santé en soi, beaucoup de force, de sentir qu'on est en rapport avec tous nos talents, avec tout notre potentiel. On n'est pas en train de se voir faire des affaires, c'est juste au niveau du senti, du ressenti. Et plus la visualisation est ressentie,
au niveau énergétique en soi. Là. C'est de la vitalité qu'on parle. Plus tu sens la vitalité de ça, plus tu es en train de faire une bonne job, on dirait au Québec. Tu es en train de faire un bon travail. Du bon boulot. Ouais. Du bon boulot. Parce que c'est sûr que la visualisation, ça peut être juste être mental, c'est de la pensée positive. Mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'une chose en 3 étapes qui, d'abord, écoute l'organe atteint. Ouais. 2, qui dit... Ouais, vous pouvez arrêter maintenant parce que je suis présent et je vais faire des changements dans ma vie. Ceux que je comprends, je vais les faire. Vous écoutez le message des cellules cancéreuses en les remerciant au sens propre et figuré. Exactement. Merci. Et je vous congédie. Oui, c'est ça. Vous pouvez mourir, j'ai compris le message. Et finalement, de dire, créons des nouvelles cellules et engageons-nous dans une visualisation très forte de notre potentiel de vie, au fond. Et ça, je pense que ça a le pouvoir de orienter les cellules. Parce que il faut quand même savoir qu'on est de l'énergie en mouvement. Là. Depuis Einstein, on sait ça, A plus B. Là. On sait qu'on est vraiment de l'énergie en mouvement. Et dans ce sens-là, on a tous commencé par une cellule qui, elle, en cherchant de l'information autour, puis à l'intérieur, puis tout ça, avait le plan d'un être entier et qui a créé différents organes et tout. Donc, il faut se replacer à cette place où on a du pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est quand même le pouvoir de l'imagination. Si on est capable de se faire des ulcères avec des soucis financiers imaginés ou réels, on peut se faire du bien avec des imaginations. Ou même, pour parler avec une image qui va se faire comprendre par elle-même, on peut même, par l'imagination, provoquer des réactions sexuelles. Oui, tout à fait. Ben oui, alors, pourquoi pas qu'il y ait un impact au plan physiologique de guérison? Tout à fait. Tout le monde, par exemple, a déjà passé une mauvaise nuit parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été mal comportés dans une soirée ou avaient dit quelque chose de trop à quelqu'un. Ils n'endorment pas, ça dérange leur physiologie. Alors, à l'inverse, si je règle mes problèmes, si je commence à comprendre de quoi ça retourne tout ça, si je me rapproche de la nature et je mets plusieurs d'affaires en place, je prends mes médicaments et tout, là, tout à coup, je me dis, maintenant, je vais imaginer un autre scénario. Je vais aider mon corps, je vais l'imaginer en train de créer des cellules, je vais l'imaginer en parfaite santé, je vais le soutenir avec mon imagination. Et ça veut dire que vous allez agir directement sur votre état d'âme, sur votre état d'esprit. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Nos états d'âme, nos états d'esprit, pour notre cerveau, c'est ça, la réalité. La réalité, c'est pas ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive et comment ce qui nous arrive nous fait nous sentir. Mais vous pouvez le voir à l'inverse, vous pouvez dire, non, ce ne sera plus les choses qui m'arrivent, moi, je vais arriver au monde et je vais arriver au monde dans tel état d'esprit que je choisis, dans tel état d'âme. Et ça, c'est très, très intéressant et c'est une bascule dans la vie qui se passe. Et on s'entend qu'elle ne se fait pas du jour au lendemain nécessairement, mais c'est quand même ça qui est plus près de la réalité que d'être des victimes de la réalité. On est venu ici, on est un mouvement d'énergie, puis on est venu créer des choses, apporter nos talents au monde pour notre propre plaisir, pour notre plus grande joie. C'est comme ça l'idée. Le bourgeon, là, il vient pas de l'extérieur. Un bourgeon, ça pousse de l'intérieur, puis ça se déploie. Puis nous autres, on est ça. On est pleine nature. On est venu se déployer. Et dans ce sens-là, vous pouvez imaginer ce déploiement-là parce qu'il va guider le mouvement, il va guider l'énergie, puis il va dire aux nouvelles cellules, c'est par là qu'on s'en va. Et dans ce sens-là, notre souci par rapport à la santé est un petit peu malsain. La santé pour la santé, c'est pas si intéressant que ça. Ça témoigne plutôt d'une angoisse de mort. L'obsession hygiéniste, là, c'est ça. Tel aliment donne le cancer, telle habitude de vie vous met à risque, etc. C'est ça. Alors qu'au fond, la question, c'est la santé, mais pourquoi faire? La santé, c'est pour vivre. La santé, c'est pour aimer. La santé, c'est pour créer. Ça, c'est le bon message aux cellules. C'est dire, waouh, on a encore pas mal d'affaires à faire. Ça donne le goût. Oui, ça donne le goût parce que notre système immunitaire, au fond, on pourrait dire, c'est assez simple, la mécanique. Hein? Il y a envie de vivre, on fabrique de l'immunité parce qu'on a pas mal de choses à traverser encore. La personne n'a plus envie de vivre, elle s'en rend pas compte, elle s'ennuie, il y a une perte de joie, la joie s'est diluée. Ça fait trop longtemps qu'on supporte des choses qu'on n'est pas capable de régler. On s'en va. Je veux dire, nos parents, par exemple, ou nos grands-parents, qui sont isolés dans des foyers, des fois, ou dans des résidences pour personnes âgées que plus personne ne va voir, ils perdent le sens de leur vie, ils partent comme des petits oiseaux. Puis là, tu te dis, mais je ne comprends pas ça, l'année passée, tu es en parfaite santé. Mais non, mais la vie avait plus de saveur, la vie avait plus de sens. On s'en va. On fait nos valises. Plus d'élan. Plus d'élan. Alors, c'est ça qui est le principal, c'est l'élan de vie. Et quand vous commencez à trouver les choses qui ont été négligées au niveau de l'élan de vie, vous pouvez vous appuyer dessus pour dire, OK, je vais être plus respectueux de ça. Et c'est ça, s'aimer. Moi, je suis un psy qui a eu beaucoup de misère avec ce terme-là, s'aimer soi-même.
Je trouvais Ça ça... sonnait nombriliste, complaisant, narcissique, toutes ces réponses. J'aimais pas beaucoup ce terme-là. Jusqu'à temps que je comprenne que s'aimer, c'est se respecter, c'est honorer ses talents, c'est honorer la nature, c'est honorer qui on est et les lois profondes de notre être qui veut vivre, qui veut réaliser ses élans, au fond. Il cherche la joie, il cherche le bonheur, il faut ouvrir la porte. D'ailleurs, parlant d'un autre psychanalyste, Erich Fromm, il avait bien dit dans L'art d'aimer, un petit livre, le sens exact du mot respect, qui veut dire regarder là. Par extension, on peut dire c'est se regarder tel que l'on est, se voir, un peu comme dans le film Avatar, Oui. je te vois, je te Oui, reconnais. c'est ça. C'est se reconnaître tel que Exactement. l'on est dans son élan de vie. Et tout ça, c'est des concepts, mais en fait, c'est toute la même chose. S'aimer, s'accepter, se respecter, c'est Oui, un tout. mais c'est quand même cette reconnaissance-là profonde de qui on est, qu'on n'est pas seulement un corps, qu'on n'est pas seulement des besoins ou des désirs. Tout ça est agréable, mais on est vraiment une âme, un esprit qui sont venus incarner un mouvement de création, un mouvement d'amour, un mouvement de joie profonde, et que c'est ça qu'on a retrouvé. Puis ça m'amène à dire quelque chose aussi, parce que dans mon livre, bien sûr, ce travail-là sur soi, sur les états intérieurs, ça finit par amener beaucoup de joie intérieure. C'est comme faire des haltères, là. Plus t'en fais, plus c'est facile, là, cette histoire-là. Et c'est comme, je dis aux gens maintenant, la joie, attendez pas que ça arrive par accident, là. C'est comme ouvrir votre cellulaire le matin, là. Vous allumez l'antenne, vous êtes branché sur la bonne affaire. Ça veut dire que pour être branché sur la bonne affaire, tu auras peut-être une ou deux explications avec des gens, tu aurais peut-être quelque chose qui t'alourdit ou qui t'attriste actuellement, dont tu devras t'occuper. C'est pas un refoulement, là. C'est pas de la pensée positive dans ce sens-là, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui encombre mon chemin vers la joie aujourd'hui? Parce que c'est ça que je décide. Mais je veux aussi dire quelque chose d'autre par rapport à ça, parce que La joie qui guérit, mais oui, ça c'est prend des ça. conditions à cette joie. Il y a des conditions à cette joie. Et on pourrait dire au fond que, globalement parlant, nos processus de dégénérescence sont plus rapides que nos processus de régénérescence. Dans ce sens-là, la maladie terminale, on l'a tous parce qu'on va mourir. Alors qu'on meurt du cancer à 20 ans, 40 ans, 80 ans, c'est bon. Cependant, donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est ralentir la dégénérescence en favorisant la régénérescence. Alors, ça veut dire que pourquoi le stress est mauvais? Le stress est mauvais parce qu'il nous met en mode combat. Et le mode combat pour les civils, ça veut dire je me ferme pour être capable d'affronter l'ennemi. OK? Alors, si tu te fermes et tu te réouvres 2 heures plus tard ou 10 jours plus tard, il n'y a pas de tort dans cette histoire-là. OK? Tu as combattu. Ou tu as pendu les jambes à ton cou pour fuir. Mais tu as eu besoin que tes cellules soient assez bien fermées pour faire ça. Le problème, c'est quand elles ne s'ouvrent plus jamais, parce que tu es toujours en mode stress, ça veut dire qu'elles retiennent leurs toxines à ce moment-là et qu'elles ne sont pas éliminées naturellement dans le sang. Et c'est pour ça que les Chinois disent la santé, c'est la circulation. Ils disent toujours la santé, c'est le mouvement. La loi de l'univers, c'est le mouvement, c'est la transformation. Et la santé, c'est la circulation. Il faut que tout circule. Autant les choses au niveau de le sang, l'air et tout ça dans nous, mais les émotions, les pensées, les croyances, il faut que tout circule, soit en mouvement tout le temps. Et donc, la maladie, c'est toujours un arrêt, un ralentissement du flot de la circulation. Alors, en mode stress tout le temps, bien sûr, le flot de la circulation, non seulement il est ralenti, des fois, il est arrêté. Et là, l'organisme ne sait plus comment éliminer ses toxines. Et là, ça devient de la maladie qui dit « Hey, arrête! Il faut que tu arrêtes parce qu'il faut que ça circule à nouveau. » Bon, comment est-ce que ça circule le mieux? Bien sûr, il y a un mécanisme naturel qui est le sommeil. On se répare pendant le sommeil. Notre cerveau classe ses affaires, se répare, l'organisme se répare. Ça veut dire au fond que quand on est le plus détendu possible et même un peu très abandonné, c'est là que nos conditions de réparation sont les meilleures, les plus favorables, disons. Et ça veut dire aussi que la joie dont on parle, elle est amenée dans des situations de détente et de lâcher-prise très, très profond. Alors, ce que je suis en train de dire, je vais arriver à la place où je pourrais dire, tant que je combats contre la mort, tant que je lutte pour la vie, je suis encore en mode stress. Bien sûr, ça va aider, j'ai besoin de mon élan, mais ça va encore, le message est encore, il faut combattre, il faut combattre, il faut combattre. Ça prend presque un lâcher-prise complet sur même vivre ou mourir, qui, lui, va vraiment permettre aux mécanismes d'autorégulation et d'autoréparation de se mettre en place comme il faut et d'agir dans leur pleine puissance.
Si j'entends bien, c'est que le combat peut avoir une place temporaire pour générer une énergie de base, mais que dans le parcours, c'est votre témoignage, dans le parcours de guérison, se lâcher prise veut dire il faut lâcher prise du combat. On n'est plus dans la survie. On peut même mourir guéri. Absolument, parce que moi, enfin, à cause de certaines expériences qui sont arrivées en cours de route, c'est vrai que je suis entré dans des états de joie pratiquement extatiques et qu'à ces moments-là, le dernier de mes soucis, c'était de vivre ou mourir. Je pouvais très bien concevoir que je mourrais de ce que j'avais. C'est-à-dire que mon corps serait trop fatigué ou trop dégénéré pour pouvoir se régénérer pleinement. Mais en même temps, je me disais, je sais que j'ai guéri quelque chose. Je sais qu'il y a un lien entre ce que j'appelle mon âme ou le soi profond et mon incarnation qui s'est guéri puisque je suis dans une sorte de joie existentielle et sans raison. Je suis juste content de vivre. Et quand tu es dans ce contentement de vivre-là, tu ne calcules pas ça en termes de minutes ou d'heures ou de... Tu es juste dans le nectar des choses, tu es dans la saveur des choses, tu es dans l'instant présent, il te semble éternel. Et à ce moment-là, tu as plus de détachement par rapport à vivre ou mourir. Parce que tu te dis, c'est mon véhicule de toute façon. Si je pars dans cet état-là, ben, ça sera au moins ça de fait. Je vais mourir le sourire aux lèvres et je vais voyager le sourire aux lèvres vers d'autres dimensions ou d'autres états ou qui sait, d'autres vies. Et quand j'ai touché à ça, je me suis dit, tiens, si ce que je pense est juste, mon corps va suivre. Et effectivement, je pense que mon corps, bien qu'il ait été si souvent malade dans sa vie, avait encore assez de ressources pour revenir à la santé. Mais ça aurait pu ne pas être comme ça. Et dans ce sens-là, je serais mort guéri, selon votre expression. C'est pas une expression que j'aime beaucoup. mais quelque chose au niveau de mon âme ou de ma psyché profonde, oui, guéri, tout à fait. Ayant trouvé le sens profond. C'est-à-dire le sens profond, je pense que c'est pas le devoir, le mérite, la reconnaissance, les responsabilités, tout ça. Je pense que le sens profond, c'est vraiment goûter à la vie pour la célébrer. Et ça dure, c'est tout le temps, c'est quelques secondes, c'est quelques minutes. Et j'avais vécu ça la première fois, je passais proche de mourir, parce que j'étais dans une expérience de presque mort. Il y a une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Et là, j'avais l'impression qu'on avait déposé j'avais eu l'impression d'avoir goûté à une goutte d'éternité, on m'avait offert un nectar d'éternité. Et je sais que je pense que c'est ça qui m'avait ramené à la santé à l'époque, parce que là aussi, j'étais très parti. Et je me suis ramassé exactement à la même place. À moi, on dirait que quand je touche à cette sorte de joie existentielle-là, de vivre, là, qui est en dehors de Guy Corneau, puis toutes ses préoccupations, puis tous ses soucis de ci, puis de ça, on dirait que quand j'arrive à cette place-là, on dirait que là, la vie a du sens, puis là, ça vaut la peine de revenir pour l'incarner à nouveau, puis là, les problèmes recommencent, donc c'est la vie. Dans votre continue. Ça, c'est votre troisième vie. Donc, oui. Le Guy Corneau, le personnage, hein, je sais que dans le livre, on parle même de cette image du rockstar de la psychanalyse. Oui. Et bien, pas sous contrôle, mais enfin, il semble détaché de vous. Je suis moins attaché à ça. Je veux dire, comme là, par exemple, je viens de faire une série de conférences au Québec sur Revivre, et je me rends bien compte que j'ai un autre type de rapport avec le public parce que mon ego, mon personnage, ma personnalité est moins dans le chemin, au fond. J'ai juste envie de partager des choses avec des gens de cœur à cœur. Et le fantastique là-dedans, c'est qu'ils me répondent avec le cœur. Et que je me rends compte que les gens sont tellement plus disponibles qu'avant pour entendre justement cette sorte d'idée d'un cocktail où tu mets plusieurs affaires ensemble, puis tu arrêtes de discriminer ceci ou cela, puis t'es moins à la recherche de la recette magique, puis t'es à la recherche de qu'est-ce qui te parle, de qu'est-ce qui résonne en toi. Et bien sûr, il y a des gens qui nous conseillent sagement autour. Il faut rien... Quel conseil pourrait-on donner comme ça pour accompagner la route de ceux qui nous écoutent? Des conseils, pas des prescriptions absolument rigides, mais des conseils pour ceux qui sont atteints. Pour ceux qui sont atteints, je pense que vraiment, ça prend Je sais que la peur est très présente. Il ne faut pas se laisser rétrécir au cancer, à penser juste à ça, parce que nos proches, tout le monde a peur, en fait. Et je pense qu'un des conseils, c'est vraiment de se rappeler qu'on est encore un père, on est encore une mère, on aime encore la musique, on aime encore le théâtre, on aime encore la poésie, on aime encore lire des choses intéressantes. Il faut faire tout ce qui est en notre possible pour sortir de la définition. Et comme dit Jean-Charles Combé, le psychiatre Jean-Charles Combé, la question, c'est de passer du moment où t'es le cancer à j'ai un cancer, j'ai une maladie. Et si tu as une maladie, ben, tu peux dialoguer avec elle.
Et là commence toute cette question de reconnaissance de soi, parce qu'elle est là pour te dire quelque chose. Bien sûr, des fois on peut l'entendre, des fois on ne peut pas l'entendre, mais juste le fait de se mettre en chemin, d'ouvrir la porte à ça, c'est intéressant. Mais la porte à ça, c'est pas juste du mental, c'est du ressenti profond. C'est notre histoire qui nous parle. Et je pense que ces grandes maladies-là permettent un remue-ménage tellement profond. Mais il faut oser le faire, sinon on meurt. On meurt avec le cancer, on meurt avec les cellules. On s'en va avec la maladie, là. Il faut se rendre compte de ça. Où on vit, comme Thoreau le disait, une vie de désespérance tranquille et on meurt à petit feu sans le savoir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je fais des statistiques dans mes slides. Je dis, si on vous donnait le choix entre 20 ans de saveur intense de la vie puis 80 ans vous ennuyez, qu'est-ce que vous choisissez? Il n'y a pas de main qui se lève pour 80 ans à s'ennuyer dans la salle. Il n'y en a pas une seule. C'est la saveur qu'on cherche. C'est la saveur de l'union. C'est la saveur de se sentir en union dans l'amour, dans l'amitié, dans nos projets créateurs, de se sentir en union avec la nature, avec l'univers qui nous entoure. On veut que nos vies fassent du sens. On voudrait que chaque moment de la vie fasse du sens. Et c'est ça qui rend des êtres humains heureux. Il faut aller vers ça. Et qu'il y a de la joie. Oui, parce que ça apporte la joie de vivre. Ça apporte la joie d'être au monde, d'exister. Alors, ça, c'est un conseil d'aller se rencontrer. Et je pense aussi, c'est un conseil que je donne aux gens qui accompagnent les gens qui sont malades, par exemple, leur dis, il faut aider les gens malades à honorer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, leur vie, parce que très souvent, quand on est très malade, on se reproche beaucoup de choses. Il y a beaucoup de honte cachée, il y a beaucoup de culpabilité cachée. Moi, je dis aux gens, non, c'est pas le bon chemin. Il y a déjà assez de choses qui nous alourdissent dans la vie. Peut-être qu'on est malade pour certains rendez-vous qu'on a manqués, mais on les a manqués parce qu'on essayait de survivre du mieux qu'on pouvait. Donc là, c'est le temps, on a l'occasion, on est malade, c'est le temps de s'occuper de ces choses-là et de rentrer dans une sorte de responsabilité créatrice par rapport à soi. Et aussi de détachement, puis de dire, je suis quand même de la vie qui essaye de faire du sens encore. Je suis encore de la vie qui cherche son bonheur. Je suis encore une source qui coule vers sa joie. Et des fois, j'écoute tout le bruit de la vie autour de moi, puis je me dis, tiens, c'est comme c'est le gazouillis du ruisseau qui me parle. C'est toujours le gazouillis de la vie qui est là. On est toujours connectés. Et c'est sûr que je trouve une chose qui aussi à dire, c'est que le retour à la santé, une fois que tu as passé l'épreuve et qu'on te dit que les choses sont belles, là, au fond, c'est là il y a un combat qui commence. Là, il y en a un. Parce que là, il ne faut pas que tu retournes dans la même ornière. Et là, les changements que tu as entrevus possibles, il faut que tu les mettes en place pour te respecter, pour honorer ta vie. Et là, il y a une vraie recréation. Une vraie recréation de soi. Puis elle va demander des efforts. Des fois, elle va demander de la discipline. Puis elle va demander aussi des moments de recueillement. Alors, on peut faire ça de la prière. Moi, je fais beaucoup de méditation, des choses comme ça. Je suis beaucoup dans la nature. J'ai des bonnes amitiés. J'ai des amitiés franches, des gens qui me parlent vraiment de ce qu'ils voient. Puis quand je suis en l'errance, ils ont le courage de me le dire. Alors, ça prend des amitiés franches dans sa vie. Ça prend de la musique, ça prend du théâtre, ça prend de la poésie. Ça, c'est le ménestrel. le ménestrel Guy Corneau. Merci beaucoup, Guy Corneau, pour tout simplement cette source d'inspiration, un témoignage de vie qu'on peut aussi revoir d'une autre façon dans le livre « Revivre » aux éditions de l'Homme. Merci à vous. Merci, Richard.